Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Sans détour. Le prix des actes administratifs du secteur de la justice a connu une flambée. Le retrait du casier judiciaire et autres n'est plus comme avant depuis le 1er janvier 2018. Pourquoi une telle augmentation? À quand l'informatisation de la base de données pour éviter les risques liés au voyage? On en parle dans cette émission. Autre sujet, la grève perdue dans le secteur de l'éducation, surtout au secondaire où elle est passée de 112 heures à 96 heures. Pendant ce temps, les syndicalistes de la santé, eux, ont levé leur motion de grève. Que se passe-t-il dans le secteur de l'éducation? À quand la suspension de la motion de grève? Ce sont autant d'interrogations qui trouveront donc des solutions dans cette émission. Sans plus tarder, nous partons donc avec la toute première rubrique de cette émission, Jacob Zuma sur Gloire d'Afrique. Né dans la province du Natal, en Afrique du Sud, Jacob Zuma a vu le jour le 12 avril 1942. Son père, policier, est mort en 1945 alors qu'il n'a pas 3 ans. Sa mère est femme de ménage. Jacob Zuma ne reçoit aucune formation scolaire. À l'âge de 17 ans, alors qu'il est un garçon de course analphabète de Durban, il rejoint le Congrès national africain ANC et devient un membre actif de sa branche armée en 1960 parce que costaud et courageux. En 1963, il est arrêté avec 20 de ses recrues pour conspiration en vue de renverser le gouvernement. Reconnu coupable, il est condamné à 10 ans de prison et envoyé au pénitencier de Robben Island où il retrouve Nelson Mandela, condamné à perpétuité dans une autre affaire similaire. C'est durant son incarcération que Jacob Zuma apprend à lire, à écrire et à se familiariser avec les débats d'idées, grâce aux cours dispensés par ses co-détenus comme Govan Mbeki. Il est libéré en 1973 et tente immédiatement de réactiver l'ANC dans la province du Natal. Il est une fois encore recherché par la police. Il quitte alors l'Afrique du Sud en 1975 pour le Swaziland, puis le Mozambique, où il est contraint de quitter en 1984. Après la législation de l'ANC en 1990 par le gouvernement de Frédéric de Klerk, il est l'un des premiers meneurs exilés du mouvement à revenir en Afrique du Sud pour commencer le processus de négociation. En 1991, Zuma est élu vice-secrétaire général de l'ANC à la demande de Nelson Mandela. Il s'occupe alors du retour des exilés et des combattants et gagne la reconnaissance de ses concitoyens en devenant le principal artisan de paix au Natal, en mettant fin aux affrontements ethniques et fratricides entre l'ANC et les Zoulous de l'Inkatha Freedom Party. Mais le 14 juin 2005, le président Thabo Mbeki relève Jacob Zuma de sa fonction de vice-président. 6 jours après, il est inculpé pour corruption. Le 20 septembre 2006, un tribunal sud-africain ordonne l'abandon des accusations de corruption à la faveur d'un vice de procédure soulevé par les avocats de Zuma. En décembre 2007, alors qu'il vient de remporter la présidence de l'ANC, Jacob Zuma est de nouveau inculpé de corruption, fraude, blanchissement d'argent, racket et évasion fiscale dans le cadre de l'enquête impliquant le groupe d'armement Thales. La procédure est une fois encore invalidée pour vice de forme. Cependant, la Cour d'appel, quelques mois plus tard, annule ce jugement et réactive les poursuites. Autre inculpation contre Jacob Zuma, cette fois-ci c'est pour le viol d'une jeune femme séropositive de 31 ans par le tribunal de Johannesburg. Lors du procès, ses propos à la barre sur le mode de transmission du virus du sida font scandale. Il explique « Je me suis douché après avoir fait l'amour pour minimiser les risques de contracter la maladie ». Jacob Zuma est finalement acquitté de l'accusation du viol et l'ANC décide de lui restituer son poste de vice-président du parti à la suite du jugement. Après une nouvelle victoire de l'ANC le 20 avril 2009, il est élu président de la République le 9 mai 2009 et forme un nouveau gouvernement. À la fin de l'année 2013, sa popularité continue de chuter après la révélation de l'utilisation de 15 millions d'euros de fonds publics pour rénover sa résidence privée. Après enquête, la Cour constitutionnelle lui ordonne le 31 mars 2016 de rembourser sous 45 jours les frais de rénovation de sa propriété, mais ce dernier refuse de démissionner. En raison de la longue série de scandales politiques et financiers entourant Jacob Zuma, la popularité du Congrès national africain ANC, parti dont il est issu,
est parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1994, baisse progressivement. Le parti s'est alors réuni en urgence le 5 février 2018 pour discuter du possible départ anticipé du président sud-africain. Après des semaines de tractations et de réunions, Jacob Zuma, dont le mandat expire en 2019, a enfin annoncé sa démission avec effet immédiat ce mercredi 14 février 2018. I have therefore come to the decision to resign as President of the Republic with immediate effect. Even though I disagree with the decision of the leadership of my organization, I have always been a disciplined member of the ANC. Conformément à la Constitution, le nouveau président du Congrès national africain, Cyril Ramaphosa, est devenu le président de la République par intérim dès la démission de Jacob Zuma. Le Parlement doit encore, dans les 30 prochains jours, l'élire formellement à ce poste. Jacob Zuma est de religion chrétienne, mais également très attaché à la culture et aux croyances traditionnelles des Zoulous. La polygamie étant légale en Afrique du Sud, Zuma a plusieurs épouses. À son accession au pouvoir, il avait 3 femmes officielles, mais entre-temps, 2 autres épouses s'y sont ajoutées, faisant au total 5 femmes dont sont issus 20 enfants. Le coût du budget de l'État pour les nombreuses épouses, maîtresses et enfants du président serait de 150 millions de dollars par an. Et selon le magazine People with Money, Jacob Zuma dominerait largement le classement des hommes politiques les mieux payés en 2018, avec des revenus estimés à près de 115 millions d'euros. Voilà, merci à vous, Brunel Mérinadé aussi, pour cette présentation trait pour trait. Cette émission va se poursuivre et pour donner vie à ce plateau et vous tenir en haleine, je reçois pour vous Léon Batongoro. Léon, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, chers amis téléspectateurs, merci d'être une fois encore avec nous. En face de lui, Aubin Tony de Arzeke FM. Aubin Tony, bonsoir. Bonsoir Hippolyte et bonsoir à tout le monde. Et pour ce soir, alimenter ou nous accompagner sur le débat, nous avons Maurice Fadéon qui est avec nous. Maurice, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors nous allons poursuivre donc cette émission avec la toute première rubrique de cette émission. On tourne tout de suite à la régie pour l'élément témoin avant les analyses. Je suis venu pour la réalisation d'un certificat d'individualité. En venant de Djougou, j'ai déjà alerté mon frère qui est ici à Parakou et il m'a dit que ça se fait à 1000 francs. Je me suis apprêté à les 1000 francs. Bon, heureusement qu'il y avait autre argent en poche. Arrivé ici, on me dit de payer 2300. J'ai demandé à savoir pourquoi c'est 2300. Ils m'ont dit qu'il y a 4 thèmes à joindre au certificat d'individualité. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a une augmentation du prix. C'est passé de 700 à 1900, pour ne pas dire 2. Ça m'a dépassé. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu le prix affiché, je n'avais pas fait ce programme. Je suis obligée de repartir à la maison, prendre de l'argent et pour faire le retrait. Nous avons reçu précisément le 26 décembre 2017 une circulaire du garde des Sceaux qui a pour objet application du droit de timbre sur les actes des juridictions judiciaires. Et cette circulaire nous demande la position de timbre sur les actes que nous établissons. C'est ça qui fait que les usagers ont constaté qu'il y a une augmentation. Pour chaque acte établi, ils doivent désormais acheter du timbre fiscal, pas au tribunal, mais au service des domaines. Ils doivent acheter des timbres au service des domaines. Et ces timbres varient selon les actes. Par exemple, on nous demande pour les actes établis sur papier format A4 d'apposer un timbre de 1200 francs. Pour les actes établis sur les papiers demi-format A4, un timbre de 1800 francs. On dit sur papier registre. Pour les actes établis sur papier registre,
un timbre de 2500 francs. Nous avons affiché au niveau de notre caisse la note circulaire du garde des Sceaux. En principe, si l'usager sait lire et prête attention, il doit se rendre compte du changement. En principe, il devrait y avoir une médiatisation. On devrait informer la population. Nous avons commencé l'application le 1er janvier 2018. Mais il me semble que la population n'a pas été informée. C'est l'impression que j'ai. Parce que quand les justiciables viennent, ils sont étonnés du changement brusque au niveau des prix. Et voilà donc l'augmentation constatée sur les actes délivrés dans les instances judiciaires de notre pays qui ont connu une flambée. Voilà les explications du chef greffier ou du greffier en chef plutôt du tribunal de première classe de Parakou. Tony Aubin, vous avez remarqué, désormais, il faut donc passer de 700 à 1900 francs pour les casiers judiciaires. Oui, malheureusement, c'est cela. Je crois que c'est dommage. C'est dommage qu'on en arrive là. Bon, c'est une décision du garde des Sceaux, selon l'élément témoin que vous venez de diffuser. Ce qu'on peut déplorer, c'est le manque de communication qui a entouré cette décision, cette mesure, puisque là, vous l'avez constaté, les usagers n'étaient pas informés du fait que ces actes-là, l'obtention de ces actes a connu l'obtention une flambée de prix, donc de 700 francs à 1900 francs pour à 1900 francs dans un pays trop pauvre. Je crois que c'est trop. On aurait pu prendre le temps nécessaire pour informer les uns les autres, parce que vous savez, il y en a qui se déplacent de très loin pour aller chercher... Le cas du deuxième usager qui venait de Djougou. Voilà, lui, il est venu de Djougou, par exemple, avec dans l'intention de juste débourser 700 francs CFA pour avoir son casier judiciaire. Et voici que c'est passé déjà à 1900. Or, ici, Parakou Djougou, je ne sais pas si ça peut coûter 1900 francs. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Peut-être que ça peut coûter bien plus, mais on aurait pu quand même prendre les mesures nécessaires pour informer davantage la population. Alors, Maurice Fadéon, le risque du voyage est là. L'informatisation de ces actes-là prend du temps, rien au tout, mais tout d'un coup, on dit qu'il y a flambé. Non, écoutez, tout cela rime avec la pauvreté. Hein. Parce qu'au XXIe siècle, à l'aide de la communication, on est encore à parcourir des distances avant de chercher une pièce qui coûte 700 francs et les thèmes fiscaux 1200 francs. C'est dommage avec les risques d'accidents sur la voie. Vous n'êtes pas resté sans savoir que moi-même qui suis là, je fais des kilomètres, plus de 300 kilomètres pour aller jusqu'à Abomey avant de pouvoir retirer mon casier judiciaire, puisque je suis né dans les confins des collines, plus précisément à Soponta, un village de la commune de Glazoué. Donc vous voyez, je dois parcourir de longues distances avant d'avoir mon casier judiciaire. Et pour une pièce qui ne coûte actuellement 1900, je dois d'abord payer près de 10 000 pour les frais pour voyager. C'est non compris les frais de séjour, parce que vous devez vous alimenter, vous devez vous restaurer, vous devez vous héberger, tout ça, parce que ce n'est pas aussitôt arrivé, aussitôt servi. Donc ça pose un problème. Pour nous qui avons de petites bourses, c'est véritablement une difficulté, et surtout pour nos populations, parce que vous n'êtes pas restés sans savoir que nous sommes dans un pays sous-développé, un pays à économie dominée. Donc il faut tenir compte de la vie que mène le niveau de vie des populations, parce que ils ont des poches qui sont amenuisées, donc le pouvoir d'achat est très faible. On ne peut pas du jour au lendemain, pour une question de timbres fiscaux, augmenter de façon exagérée, parce que ça fait plus du double de ce qu'on faisait. Et les frais d'établissement, par exemple, du casier judiciaire. C'est vrai, c'est une circulaire du garde des Sceaux, mais je trouve que c'est pourquoi les gens parlent, disent qu'il n'y a pas de social avec ce gouvernement-là. On ne peut pas regarder 700 francs la pièce, mais les timbres coûtent 1200. Mais ça peut paraître bizarre, mais c'est sous les cieux que nous voyons, sous les cieux béninois,
que nous voyons ça. En réalité, le gouvernement devrait même diminuer au regard de la situation actuelle que traversent les populations par rapport à ce qui se faisait. Mais on constate qu'on est allé du simple au double, à plus du double d'ailleurs, et ce n'est pas bien pour les populations que nous sommes. Et l'autre chose, vous voyez que cela dénote de quoi? Cela dénote de la cherté du coût de vie aujourd'hui au Bénin. Le coût de vie est élevé. Parce que hier, si vous pouvez acheter le maïs au marché à 8 000 francs le sac, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous êtes autour de 16 000 francs actuellement sur le marché que j'ai parcouru aujourd'hui. Donc, c'est dit que le coût de vie n'est plus ce qu'il était hier. Et cela nécessite un ajustement au niveau des émoluments qui sont dévolus aux travailleurs béninois. Et même à ceux-là qui sont aussi dans le privé, il faut revoir le SMIC. Parce que quelqu'un qui gagne 40 000 comme SMIC actuel, qu'est-ce qu'il peut faire dans cet environnement où il y a de la surenchère, où le coût de vie est très cher, est très élevé? Donc voilà un peu, c'est toute une problématique, nous pouvons en débattre jusqu'à demain. Vous entrez déjà de plein pied dans le second thème du débat avec le SMIC que vous abordez. Alors, Léon Batonguero, on a vu quand même que le risque est là, voyager pour aller chercher pour un acte administratif qui est applicable aux justiciables. Le minimum aurait voulu quand même qu'on puisse vulgariser cette mesure. Oui, vous posez plusieurs problèmes à la fois et ici, ce soir, il est beaucoup plus question du coût qui a augmenté en matière des actes que délivrent les juridictions, pas de leur fait, mais du fait d'un gouvernement qui a pris une résolution d'augmenter les thèmes fiscaux. Je suppose que ça doit être venu du ministère de l'économie et des finances qui a trouvé que pour renflouer... Non, ça c'est une circulaire du garde des Sceaux qui informe ses collaborateurs ou les différentes juridictions. Mais je dis que l'idée première doit être venue du ministère de l'économie et des finances qui a certainement communiqué au gouvernement qu'il fallait donc revoir comment renflouer les caisses de l'État et de ce fait, il faut donc imposer un peu plus de timbre dans les actes qu'on délivre. Et vous savez, moi je trouve que c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi de la part du gouvernement, même si je condamne cette manière de faire. C'est bien réfléchi parce que vous ne perdez pas de vue que quand on dit aujourd'hui qu'on a un concours qu'on a lancé pour 10 personnes, il y a au moins 1000 candidats qui sont là, qui veulent se faire délivrer casier judiciaire, je ne sais pas, certificat de nationalité, peut-être tel acte à légaliser. Et du coup, ça fait assez d'argent pour la caisse de l'État. Et dans cet angle, ils ont juste vu que de dire que c'est à ce niveau qu'il faut augmenter les thèmes fiscaux. Et quand on les augmente comme ça, dans un contexte un peu comme Fadéon venait de le dire, où véritablement les Béninois ont faim. Les Béninois souffrent à vivre le minimum de santé, d'alimentation, d'éducation, de je ne sais quoi, les besoins fondamentaux de toute façon. Les Béninois ont ce malaise-là à vivre paisiblement et c'est dans ce temps-là qu'on augmente la fiscalité. Les choses où on devrait prendre un acte à 700 francs, on en va à 1900. Ce n'est pas les greffiers en chef ou les juges dans les tribunaux, ceux qui pourraient être nos interlocuteurs vont vous dire clairement que ce n'est pas eux qui ont décidé de cela. Et même l'interviewé, quand il a parlé, on sent que lui-même est un peu peiné de savoir que voilà une décision qu'on leur fait appliquer, mais sur laquelle on n'a pas du tout communiqué, il n'y a pas eu de vulgarisation. On dit en règle générale que l'une est censée ignorer la loi, c'est vrai. Mais j'ai toujours dit, et je ne continuerai jamais assez, en répétant que les règles qu'on établit dans ce pays et qu'on a simplement dans les notes circulaires que les citoyens, les élèves, je ne sais pas, les étudiants et même nous autres acteurs des médias, on n'en est pas du tout informés. Du jour au lendemain, on en arrive à l'application, un peu comme quelqu'un qui quitte Djougou, qui vient, qui constate que, véritablement, il avait prévu une certaine somme d'argent, mais peut-être qu'il était à la limite des moyens là. À peine il avait peut-être l'acte par rapport aux moyens qu'il a déployés pour venir, mais subitement il se rend compte que si c'est, je ne sais pas, 3 casiers judiciaires qu'il devrait pouvoir prendre pour repartir, et il aura du mal et il va chercher où faire le complément. Véritablement, moi je ne trouve pas bien qu'on soit dans un pays où tout le monde crie qu'il y a difficulté, on le sent, on le vit.
et que c'est dans ce même temps-là qu'on augmente les charges en matière de fiscalité. On en augmente partout. Il n'y a pas que les thèmes fiscaux qu'on vient de nous faire acheter maintenant dans les actes que délivrent les tribunaux, mais il y en a partout. Ceux qui ont les voitures vous le diront, ils ont eu des tâches supplémentaires. Ceux qui ont des maisons vont dire, finalement, il semble que ça va croissant, ainsi de suite. Véritablement, je ne sais pas, hein, c'est une politique pour avoir de l'argent, pour construire ce pays, mais les Béninois n'en sont pas du tout fiers et il n'y a pas une concordance entre ce qui est de la vérité et ce qui est des réformes qui viennent pour tomber sur nos têtes comme un coup de massue. Alors, Tony Aubin, une dernière question pour vous. À quand l'informatisation pour éviter tout au moins ces tracas de voyage, même si on veut augmenter le fisc? Je ne saurais le dire de façon véritable parce que je fais le même constat, quoique triste, que Maurice Fadéon qui doit se rendre par exemple jusqu'à Bomé pour recevoir une pièce qui ne coûte que 700 francs. Bomé, je dirais que c'est encore relativement bien. Quelqu'un qui est à Cotonou aujourd'hui, qui est né à Mananville, il doit retourner à Kandi et vice-versa. Vous voyez, ça fait beaucoup de risques, beaucoup de dépenses, beaucoup de charges. Pour prendre cette pièce, par exemple, il me faut aller jusqu'à Ouida. Hein? Il me faut aller jusqu'à Ouida. Ça ne fait pas bien, nous sommes en plein 21e siècle maintenant. On ne peut pas quand même passer tout un quinquennat à vouloir renflouer les caisses de l'État pendant que les populations sont en train de souffrir. Ce n'est pas possible. Ça fait 2 ans et puis on parle toujours de renflouer les caisses de l'État. Maurice Fadéon sait combien il a payé pour les véhicules qui roulent dans la ville ici. Selon que vous avez un véhicule de type ci, de tel modèle, voilà, par nombre de chevaux, vous devez payer. Hein, on a coupé les vannes, on a fait ceci, on a asphyxié les populations par là. On va jusqu'à augmenter les prix concernant l'obtention de certains actes dans nos tribunaux et puis toujours on renfloue les caisses de l'État. Finalement, je pense que tous les Béninois doivent désormais contribuer à la construction du pays. Mais on a contribué déjà, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on a commencé par serrer les ceintures, on est en train de bousiller nos intestins, mais rien ne change. Rien ne change. À coup sûr, ça changera, Maurice Fadéon. Vous ne pensez pas qu'il est maintenant temps qu'on puisse tout au moins penser à l'informatisation? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut penser? Il y a très longtemps qu'il faut penser à cela. Et je crois que le secteur de la justice était déjà dans la danse. Mais je ne sais pas ce qui bloque l'achèvement de cette politique-là d'informatisation. Mais c'est dommage pour un pays comme le nôtre, hein, où les gens sont déjà en avance sur nous. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui bloque véritablement. On a un ministère, le ministère de l'économie numérique et de la communication. Qu'est-ce que ce ministère a fait en réalité? Mais si ça ne donne pas grand-chose, il faut rabattre ce ministère, coller à un autre ministère pour qu'on avance. Parce que ici, vous voyez par exemple, quand on chante, on fanfaronne partout sur tous les toits, qu'on a 4G. Quand vous prenez la connexion Internet, vous voyez ce que ça donne? À peine c'est 1G. Mais on chante que c'est 4G. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Justement, il y a toujours des failles dans les œuvres. Mais s'il y a des failles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger ces failles-là pour qu'on avance. On ne peut pas dire qu'on est à l'aide du numérique et qu'on soit à l'analogie. Certainement que les auteurs sont à pied d'eux pour corriger ces failles-là, Maurice Fadéon. Maintenant, il se demande aussi le réseau qui colle aux Béninois, notre réseau ici au Bénin, je parle de Libercom, qu'est-ce qu'on en fait? Lorsqu'on a fermé le débat n'est pas au réseau, Tony Aubin. Nous allons peut-être revenir sur cet aspect. Nous allons revenir sur cet aspect dans d'autres émissions. Nous sommes en train de parler du numérique. Léon Batongoro, pour finir, qu'est-ce que vous suggérez concrètement au ministère de la Justice pour qu'on puisse quand même régler ce problème qui perdure? Non, je ne sais pas si les éventuelles suggestions pourraient changer quelque chose. Ce que le Béninois lambda voudrait, c'est qu'au moins les prix soient là où on les connaissait. Mais qu'on les augmente sans que leurs conditions de vie ne s'améliorent, ça pose un problème véritable pour leur survie d'abord. Et parlant de l'informatisation, c'est quand même triste, hein? C'est assez triste, j'allais dire, de savoir qu'on a de très beaux bureaux, de tribunaux où on a des ordinateurs, mais que l'on ne puisse pas mettre dans une certaine plateforme les informations de telle sorte à vouloir se faire délivrer un acte à Cotonou alors qu'on est né à Mananville. C'est quand même triste. Et on continue dans ça. Un peu comme par le passé, quand on a besoin d'un diplôme, il fallait traverser toute la partie du sud pour aller chercher une seule page. Dieu seul sait combien d'accidents se produisent si on prend ces tronçons-là. Et véritablement, il est temps que notre pays dise quelque chose, qu'il fasse quelque chose
quant à ce qu'on appelle numérisation véritablement, un peu comme Fadéon le relevait. Auquel cas, il faudrait plutôt que ces gens de ministères disparaissent et qu'on les rabatte à certains autres, qu'ils soient des ministères délégués auprès d'un autre ministère, je ne sais pas. Et c'est avec votre intervention, Léon Batonvoro, que nous refermons cette rubrique. Cette émission se poursuit avec la rubrique suivante. Voilà, on tombe donc sur le débat systématiquement, et c'est bien la grève qui secoue le secteur de l'éducation, vous l'avez bien entendu. Dans le système, enfin dans le secteur de la santé, les syndicalistes ont voulu donc lever pour le moment la motion. La première question est donc adressée à Maurice Fadéon. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le secteur de l'éducation? On parle de migration de 72 heures à 96 heures. Bien, je crois que je suis autour de ce plateau en tant que journaliste et non en tant qu'enseignant. En un premier temps. Mais je vais épuiser un peu de ma profession, ma carrière d'enseignant. Il faut quand même qu'on rappelle à tous que vous êtes le porte-voix des syndicats de l'éducation. Du département du Bordeaux. Oui, je suis le porte-parole du sous-secteur secondaire. Qualité, quand vous avez même répondu à l'entame de l'émission à Hippolyte en disant « Bonsoir, monsieur le journaliste », je me suis dit « Voilà la peau du syndicaliste, il l'a revêtu ». Je suis d'accord avec vous, j'ai les deux casquettes que je joue et je ne peux pas me dérober d'une. Je constate tout simplement que la grève perdue. Cela fait 5 semaines, apparemment, que les écoles tournent au ralenti. Mais il faut dire que par rapport au mobile de cette grève, c'est parce qu'il n'y a pas une proactivité. On n'est pas proactif, si vous voulez. Au niveau des enseignants? Au niveau des dirigeants. Parce que, écoutez, qu'est-ce que les enseignants veulent aujourd'hui? Il y a les décrets 2015-592 et 2015-593 portant statut particulier des corps des personnels enseignants du premier et du second degré, signés depuis le 21 novembre 2015 sous le régime Yaïboni. Les enseignants en 2016 se sont dit « Attention, le gouvernement vient d'arriver, ce n'est pas lui qui a élaboré le budget, quand bien même on a suivi le collectif budgétaire qui s'en est suivi. » Donc, on a laissé le temps. En 2017, on dit que c'est maintenant que le gouvernement élabore lui-même son budget. Donnons encore lui le temps. Mais en 2008, il n'y aura pas de répit. Effectivement, on est resté sans rien faire jusqu'en 2008, en janvier 2008, où les enseignants ont pris leurs responsabilités par rapport à leurs conditions de vie et de travail. Et vous savez, si on est allé au statut particulier, c'est parce que les gens ont dit que pour faire quelque chose aux enseignants, il faut aller vers le statut général alors qu'on veut spécifier pour le métier de l'enseignant. Ça pose problème. Donc, il faut aller vers les statuts pour que lorsqu'on donne quelque chose aux enseignants, que les autres corps ne loignent pas cela parce que c'est une profession très difficile. Donc, il faut des particularités à ce corps-là. Profession à part entière. À part entière. Malheureusement, chemin faisant, on a constaté que l'éducation ne devient plus la priorité du nouveau régime. Et c'est là que les enseignants ont décidé de prendre leurs responsabilités en prenant une motion de grève. Mais il faut vous dire qu'il y a 2 types de motions en cours ou 3 types de motions en cours actuellement. Il y a la motion des centrales et confédérations syndicales qui est de 112 heures, renouvelable à taxite reconduction. Et il y a la motion du Fonds d'action des syndicats de l'éducation qui a 112 heures par taxite reconduction à l'heure actuelle. Et il y a la motion de la FESEN, c'est-à-dire la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Voilà les 3 motions en jeu aujourd'hui. Et il y a même une autre motion intermédiaire, c'est la motion de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire. Mais au-delà de tout, il faut dire que c'est la CSTB, à travers la FESEN, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, qui est passée cette semaine qui s'achève là à 96 heures de grève. Donc, le Front d'action des syndicats de l'éducation, auquel j'appartiens, n'a pas encore pris une motion de 96 heures. C'est pourquoi vous allez observer que ce matin, dans la plupart des collèges et lycées du Bénin, les gens ont vaqué à leur occupation, en dehors de certains établissements qui avaient d'autres activités. Les gens ont vaqué normalement. Donc, c'est dire que
au regard de l'évolution de la situation, parce qu'il y a évolution. Après la rencontre du chef de l'État, une commission a été mise en place et cette commission avait pour date butoir pour déposer son rapport le 15 février. Le 13, mardi 13, cette commission a fini son travail et le rapport a été transmis au gouvernement, étudié en Conseil des ministres le mercredi 14, mais les résultats qui sont issus de cette concertation gouvernementale, les résultats ne sont pas reluisants, puisque nous avons déjà le compte rendu. Puisque... Ne sont pas reluisants pour vous? Non, pour les enseignants, parce que je suis sur des forats animés par des enseignants et j'ai compris l'amertume des uns et des autres. Tout à l'heure, je vais vous donner la quintessence du contenu de ce rapport et vous allez en aviser vous-même. Alors, Tony Aubin, l'autre bonne nouvelle qu'on peut peut-être annoncer ou dire à nos téléspectateurs, c'est le secteur de la santé qui, par rapport à cette fameuse commission mise en place, et aussi, enfin, le rejet de l'exercice du droit de grève par la Cour, a décidé de lever sa motion de grève. Oui, je crois que c'est une très bonne chose, que, au moins dans ce secteur de la santé, que tout soit bémolisé, que le temps s'adoucisse et que les uns et les autres retournent au seringue. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'on a fait tout cela, juste pour ça, c'est un peu désolant. Parce que selon les syndicalistes que nous avons pu suivre aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé de suspendre la motion juste parce que la Cour constitutionnelle a estimé que était anticonstitutionnelle et que, bon, il y a cette commission interministérielle dont Maurice Fadouin a parlé à l'instant, qui est en train de faire son boulot. Bon, la Cour s'est prononcée, ça fait quand même bien des semaines. Bien que la Cour s'est prononcée, on n'a pas stoppé le mouvement automatiquement. On a poursuivi. Et pendant qu'on a poursuivi le mouvement, il y a nos concitoyens qui mouraient. Il y a des petits-enfants qui souffraient. Il y a nos parents qui souffraient dans les hôpitaux. C'est désolant. On aurait pu stopper le mouvement automatiquement du moment pendant que, enfin, dès que la Cour a rendu sa décision. Si tant est qu'on devait faire preuve de bonne foi. Mais ce que nous retenons est que le mouvement a été suspendu dans le domaine dans le secteur de la santé. On va espérer que le gouvernement aussi fasse preuve de bonne foi pour juste prêter une attention, aussi petite qu'elle soit, aux différentes revendications dans le domaine de la santé. Maintenant, si vous permettez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention Maurice Fadouin et nous comprenons pourquoi ça perdure de l'autre côté de l'éducation. Mais une chose est évidente, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peinais à comprendre les réels mobiles de ce mouvement. Parce que lorsque ça ne travaille pas mardi, mercredi, jeudi, lundi, vendredi, ça ne travaille pas aussi. Soit parce que les vacataires ont refusé de travailler et sortent les enfants des classes, ou que on a constaté que dans certains établissements, ça a observé 96 heures de mouvement. Par contre, dans d'autres, c'était juste les 72 heures. À mon avis, ça faisait un peu de désordre. Ok, je voudrais plus parler de pagaille. Ça faisait un peu de désordre, mais j'ai compris. J'aurais souhaité que les enseignants, puisque au finish, finalement, ce ne sont pas les enfants des ministres qui en pâtissent, ce ne sont pas les cadres béninois qui en pâtissent, non, c'est nous, c'est les pauvres béninois qui souffrent véritablement. Ils envoient les enfants à l'école, les enfants ne travaillent pas, ils font des virées dans des coins et les filles s'en sortent avec les grossesses, les garçons, des cas de vol, de viol par-ci, par-là. Non, il va falloir que les enseignants fassent agir le cœur de parents pour comprendre que, bon, il faut retourner dans les classes. De parents patriotes surtout. De parents patriotes surtout. Voilà, Léon Batonguero, vous avez entendu aussi la santé qui a suspendu. Ça continue dans le secteur de l'éducation. Une petite comparaison. Est-ce que vous ne pensez pas que les syndicalistes de l'éducation devraient quand même aller à l'école de ceux de la santé?
J'avoue que je ne partage pas du tout les points de vue que Tony a évoqués tout à l'heure. Et ça, c'est secteur par secteur. Je commence par l'éducation avec laquelle il a fini tout à l'heure. Les enseignants de l'éducation, je suis l'un des rares personnes peut-être qui continuent de dire il y avait un certain nombre de points que les gens revendiquaient bien avant que l'on ne fasse voter une certaine loi qui interdisait le droit de grève à certains types de travailleurs. Si on s'entend sur ce principe, ça veut dire que le mobile de la grève n'était pas du tout le fait qu'il y ait cette nouvelle loi. Elle était venue comme une goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et de ce fait, si aujourd'hui la Cour constitutionnelle a rejeté cette loi, qui était véritablement une loi un peu bizarre, je le dis toujours, je ne la partage pas du tout. Vous pensez que parce la que loi est bizarre? La Constitution dit clairement que l'État garantit le droit de grève aux travailleurs. On peut encadrer, mais l'interdit, ça paraissait bizarre. Parce que la loi fondamentale l'a dit si clairement. J'en reviens donc à l'analyse selon laquelle les enseignants n'ont pas eu gain de cause et leur grève continuée. J'ai toujours dit, ce n'est pas ce que je souhaite. En tant que bon Béninois, en tant que bon acteur du développement, on ne peut pas souhaiter que ça perdure. Mais quand on a suivi les rencontres du chef de l'État avec les syndicalistes, quand on a suivi sa rencontre avec le clergé, on n'a pas l'impression qu'il veut comprendre les autres, mais lui veut se faire comprendre. L'État béninois veut, le gouvernement, j'allais dire simplement, veut se faire comprendre, veut dire, on a désormais mis les timbres. L'État, ça veut dire que ça peut passer. Oui, j'en viens. On a désormais mis, par exemple, on vient de parler de timbres pour faire délivrer un casier judiciaire. L'État vous dit, j'amène ça désormais à 3 timbres de 300, enfin à 4 timbres de 300, ça fait 1200. Comprenez-moi, je vais faire le développement. Mais moi, je dis, j'ai faim. L'État ne veut pas comprendre que je n'ai pas du tout mangé et que j'ai du carburant acheté dans ma moto pour aller au cours. Les vacataires à Titirou, c'est un cas assez évocateur. Quand les gens font 2 mois sans salaire, avec de maigres ressources qu'ils gagnent, comment pense-t-on qu'ils vont au cours? Et dans quelle idée ils peuvent enseigner ils peuvent donner les enseignements aux apprenants? Le cas est bien particulier. Oui. Est-ce que les États ont été convoyés? Je ne parle pas que le Titirou seul. Il n'y a pas que Titirou qui vit la même situation. Je ne suis pas du tout enseignant et politique, vous le savez, mais je vis un peu leur réalité parce que j'échange avec eux et je comprends que quand on a faim, quand on a des problèmes, qu'on dit vouloir régler depuis 2 ans, qu'on n'a pas réglé, et qu'on promet de régler aujourd'hui, qu'on promet de créer de nouvelles commissions à n'en point finir, il faut quand même qu'on y mette des réserves. Et c'est ce que les enseignants font. Les enseignants, les syndicalistes de la santé, les syndicalistes de la santé, j'aurais souhaité que Léon, que vous me relevez les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi. De façon claire, je voudrais savoir. Dans votre argumentaire, vous pensez que les syndicalistes de la santé auraient dû faire comme ceux de la santé, de l'éducation auraient dû faire comme ceux de la santé. Ceux de la santé, peut-être. Pour faire valoir leur cœur de parents patriotes, on a dit. Oui, les autres ne sont pas moins patriotes que ceux qui sont encore... on vous aurait compris. Je veux juste dire un mot sur le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, par exemple... Vous aurez la parole dans un instant. Dans leur globalité, quand on a suivi les syndicalistes sortis de la rencontre avec le PR, les interventions, ça et là, ne rassuraient personne de ce que, véritablement, il y a avancé. Moi, je n'en ai pas entendu, en tout cas. Ceux qui pensent qu'il y a avancé dans le secteur de la santé, peut-être que quelques mois après, à moins que la commission nouvelle, qui a eu une date butoir, qui a respecté l'échéance pour avoir fini 2 jours avant, à moins que cette commission-là ne fasse rêver tout le monde pour véritablement se pencher sur les problèmes. Parce que jusque-là, les gens ne se penchaient pas sur les problèmes, on faisait des rencontres qui n'en ressortent rien de sérieux et véritablement, bon, les syndicalistes se pensent être dans un marché de dupes. Vous pensez que le chef de l'État va échanger avec les syndicalistes sans évoquer des choses qui sont quand même sérieuses? Mais quand vous l'avez entendu à l'entame de la rencontre, il dit qu'il n'est pas venu pour écouter leurs revendications, mais pour leur expliquer sa politique, pour qu'ils puissent s'adhérer et le comprendre. Dans une situation de crise, je vous en prie, où il y avait l'éducation, la santé, ou même les magistrats qui étaient en grève, bon, même s'ils ont repris un peu plus tôt eux autres, et que les autres les ont suivis, il y a des syndicats dans le secteur de la justice qui encore disent observer le gouvernement
et ils peuvent revenir à tout moment, ne l'oublions pas. Si Et c'est c'était la un même marché, chose, même si la c'était un santé, marché de dupes. si c'était le cas. On revient à vous tout de suite, Léon Baton-Wero. Maurice Fadéon, avant de donner quelques détails par rapport à tout ce qui est mouvement dans le secteur de l'éducation, on a remarqué quand même qu'au cours de la semaine, il y a des vacataires qui ont été renvoyés parce qu'ils voulaient faire coup. Et parce qu'ils ne vivaient que de ça, ils veulent quand même aller faire coup et avoir ces petits sous-là au cours de la semaine. Mais ils ont été, grande a été notre surprise d'apprendre qu'ils ont été renvoyés. Bon, merci. D'abord, je vais faire une nuance par rapport au secteur de la santé, au secteur de l'éducation, pour qu'on ne fasse pas de l'amalgame. Vous savez que les agents de la santé sont allés en grève et ils ont rencontré le chef de l'État. Il y avait un protocole qui était en cours. Et c'est après cette rencontre-là que la loi... il y avait un moratoire. Il y avait un moratoire. Et c'est après ça que le retrait du droit de grève est intervenu et ils ont renoué avec le mouvement. Et maintenant que la Cour a dit le droit ou que la Cour s'est prononcée, la Cour a rétorqué que ce n'était pas juste, alors il n'y a plus de problème, c'est-à-dire le moratoire ou bien ce qui a été, le protocole qui a été arrêté sur son cours. Donc, ils avaient raison. Et au niveau du secteur de l'éducation, il n'y a pas encore eu de moratoire. C'est vrai qu'avec la rencontre que le Front a eue et avec la FESEN a eu, et les deux ont eu avec le gouvernement au cours de cette semaine, le gouvernement demande un moratoire de 3 ans avec des propositions, des simulations qui ont été faites. Mais, chers amis, 3 ans, ça fait la fin du mandat. Vous constatez. Et d'abord, je vais vous donner le contenu de ce qui est proposé aujourd'hui aux enseignants. C'est vrai, je ne suis pas sur ce plateau en tant que syndicaliste, mais j'emprunte un peu de mon rôle que je joue dans le département pour vous donner un peu la première des informations. Et je constate que désormais, dès qu'il y aura un mouvement dans le sous-secteur de l'éducation, il vaut mieux qu'on aille à des conférences de presse pour situer les uns les autres. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui se constatent sur les chaînes de télévision et de radio. Et les gens ne maîtrisent pas les raisons, les mobiles de la grève. Et chacun patauge. Vous voyez, par exemple, les gens ont rencontré les deux ministres, ministre de la maternelle et du primaire et ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, respectivement le mardi et le jeudi. Juste après le conseil des ministres, les rencontres ont commencé. Mais qu'est-ce que le gouvernement met sur la table? Parce que c'est l'application des statuts particuliers. Vous n'êtes pas resté sans savoir qu'avant d'avoir la signature de Boni Yahi en 2015, ça n'a pas été facile. C'est de haute lutte. Maintenant, s'il les décrets et vous ne jouissez de rien, et vous pensez que les gens, si vous vivez ce que les gens vivent, vous n'allez pas avoir le même langage. Mais c'est ceux qui sont actuellement en mouvement qui savent ce qu'ils vivent. On va à cette rencontre où nous, on pensait qu'on pouvait trouver un terrain d'entente. Vous savez ce que les gens ont promis? Prime de qualification pour les inspecteurs. 3 000 francs par mois. Pour les CPI. Et ça, c'est le code d'encadrement. Les inspecteurs, pour nous, c'est les généraux. Ils sont 47 au niveau du secondaire. 3 000 francs par mois. Comme prime de qualification. C'est à peine ridicule. Et le conseiller pédagogique est à 2 000 francs par mois. Ça, c'est des simulations qui ont été faites et c'est la proposition que le gouvernement fait aux enseignants. Prime de commodité vestimentaire. Mais ça c'est ridicule. Le cadre A, l'enseignant de catégorie A, le professeur certifié, ou bien le professeur ayant la maîtrise qui est à A3, a droit à 16 000 francs l'un. Quelle est cette tenue aujourd'hui au Bénin qu'on va concevoir avec un bon couturier, même si c'est le simple bomba? Moi, j'ai des bombas que j'ai cousés à 17 000. Et on me dit, par an, j'ai droit à une prime vestimentaire. Et on parle même de commodité vestimentaire. C'est en fonction des moyens disponibles, certainement. Je viens, et le cadre B à 11 000. Le cadre C à 6 000. Mais c'est ridicule. Même si c'est les tailleurs motivement rampés, c'est-à-dire ceux qui passent de vent en vent, qui doivent vous coudre cette tenue-là. Mais écoutez, c'est quoi ça? On va loin. Indemnité de risque, 4 000 francs par mois. Et on dit que c'est déjà sur la fiche de paie de l'enseignant. On ne veut pas faire, et on ne veut pas bouger à ce niveau. On va plus loin. Indemnité de craie, 4 000 francs par an. Le calcul que j'inhale tous les jours. Même le simple rhume pour le traiter à la pharmacie, vous savez ce que les produits coûtent. Mon État dit qu'il n'a que 4 000 francs par an. Faites 4 000 divisé par 365 jours. Et vous allez me donner le solde. Mais écoutez, on va plus loin. Prime de documentation et d'équipement, 5 000 francs par an. Même si c'est librairie par terre.
Non, je crois que Mais M. Fadéon écoutez, n'a pas besoin- vous voyez, Laissez M. Fadéon aller au bout. Laissez M. Fadéon aller au bout. Non, C'est utile qu'on soit informé. exonération des frais d'inscription des enseignants depuis la maternelle jusqu'à l'université. Le gouvernement fait une simulation avec 900 enseignants et prévoit 25 000 francs par enseignant, par enfant d'enseignant. Vous imaginez si je dois aller faire une école. Aujourd'hui, pour faire une école doctorale à l'université d'Abo, mais Calavi, puisque j'y suis, vous devez débourser. L'année dernière, on a déboursé 451 200. Cette année, c'est fixé à 651 200. Mais écoutez, ça c'est quoi ça? C'est ridiculiser le peuple. Non, mais vous ne croyez On pas à aura l'adage qui l'école dit... que nous allons vouloir à partir de ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est ce qui est sorti brut de la rencontre avec les deux ministères. Et vous pensez qu'avec ça, qu'il peut y avoir de dégel, qu'il peut y avoir de bémol, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Tony Aubin. Moi, je crois que si c'est ça les statuts particuliers, nous, on peut mettre un chiffon sur les statuts particuliers et continuer notre misère pour le sacerdoce. Mais je dis que sacerdoce pour sacerdoce, c'est ça qui donne ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, Maurice Fadéon, vous ne croyez pas que lorsqu'on est plus pratique en disant ce qu'on peut faire, c'est mieux que de dire ce qu'on ne peut pas faire et ne pas pouvoir tenir parole par la suite? Mais écoutez, nous sommes passés de combien, budget 2016, à combien en 2018? Nous sommes passés à combien de tonnes de coton en 2016, à combien de tonnes de coton en 2018? Si on ne peut pas faire ce que l'autre a appelé la prospérité partagée, fermons les baraques. Mais c'est tout simplement ce que je peux vous dire. Là, vous m'amenez à tirer un peu sur la fibre syndicale pour vous parler, mais je dis, ça, c'est du ridicule. Alors, Léon Batoro, vous voulez réagir tantôt? Non, mais c'est lui qui avait la parole. Non, donnez plutôt la parole à Tony afin qu'il parle. Alors, dites-nous, vous avez suivi alors, vous avez suivi, Léon Batoro, vous avez suivi tout ce que Maurice Fadéon a quand même narré tout à l'heure à travers ce qui est retenu, des discussions, des négociations. Qu'est-ce que vous pensez personnellement? Oui, je disais pendant qu'il parlait que c'est à peine ridicule quand on a des primes, certains types de primes et qui sont véritablement des primes que je pourrais payer peut-être à un enseignant aussi, hein, par an, si ce n'est que ça. Véritablement, en tout cas, je pense que si on ne peut pas faire... Vous pouvez le payer à un seul enseignant, mais pas à tous les enseignants. Oui, si autant, le payer parce que ça fait 26 905 francs par an. Si autant qu'on est... Un seul enseignant. Si autant qu'on oui, mais vous ne pas le nombre d'enseignants. Mais il faut le travail de ce nombre-là. Attention. Peut-être qu'il faut un téléthon de ce genre, des gens de bonne volonté comme moi, pour commencer par payer les primes à certains types de fonctionnaires. Parce que là, c'est à peine ridicule. Véritablement, Hippolyte Agosso, en étant journaliste, si vous devez prendre une prime par mois par rapport à votre habillement, vous savez ce que ça vaut dans votre fiche de paie. Ne me dites pas que ça, c'est la norme idéale pour un enseignant. Et on sait que c'est le point de départ. Si on parle si bien français, vous et nous, vous et moi, c'est parce qu'on a été à l'école des gens qui nous ont bien fessé, qui nous ont appris à dire bien le français. Véritablement, je préfère passer la parole à Tony pour qu'il opine, parce qu'il a beaucoup plus d'arguments que moi. Non, vous en avez aussi. Hein? Vous en avez aussi. Je voudrais me faire clair. Je voudrais me faire clair pour préciser que je ne suis pas contre le mouvement des enseignants. Oui, justement. Et que lorsque vous êtes dans un secteur d'activité, que vous vous sentez mal à l'aise, il est tout à fait normal que vous donnez de la voix pour vous faire entendre, que vous agissez pour faire comprendre que ça ne va pas. C'est une très bonne chose. L'indignation est bel et bien prévue par la Constitution béninoise. On peut s'indigner. Ce que l'on voudrait arrêter à travers certaines lois. Je suis parfaitement d'accord que ça débraie parce que dans le secteur, ça ne va pas. D'accord? Mais je me désole de constater que certains pourraient penser que ça peut mourir dans les hôpitaux parce que les agents de santé n'ont pas été satisfaits dans leurs revendications. Vous savez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention Maurice Fadéon et je trouve que vous avez bien pensé de l'inviter sur ce plateau parce que beaucoup de parents ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Beaucoup de parents ne comprennent pas, ça là par exemple là, beaucoup de parents ne sont pas au courant de cela. Les syndicalistes ne communiquent pas autour. Est-ce qu'ils ont les moyens de communiquer autour? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont les moyens de communiquer ou pas. Heureusement que vous avez... Mais chaque fois qu'il y a Assemblée générale, je crois que les organes de presse se mettent à leur disposition pour la couverture. Et gratuitement. Et gratuitement. Il faudra le reconnaître. Moi, je voudrais savoir combien de semaines de grève
faudra-t-il pour décréter une année blanche? Il faut aller au moins à 3 mois de grève. 3 mois de grève. 3 mois, ça fait 12 semaines. Oui. Nous sommes déjà à 5. À 5. D'accord. L'espoir est encore permis. Oui, l'espoir est encore permis. Maurice Fadéon, dites-nous concrètement avec les propositions qui sont faites, certainement qu'il y aura des réajustements à l'issue de moult négociations. Qu'est-ce que vous aurez pu quand même voulu qu'on puisse compléter pour que tout de suite vous repreniez le chemin des classes? Mais écoutez, ce qui a été proposé, je l'ai dit dans ma conclusion, c'est ridicule. Et si véritablement on veut qu'on Je voudrais que vous ne pensez pas que c'est ridicule parce que on ne peut donner que ce qu'on a. On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'on a. Allez demander combien eux, ils prennent comme prime d'habillement à l'installation. Et venez comparer à ce qu'on a proposé. Je vous le répète, hein, le cadre de conception qu'on appelle cadre A là, est à 16 000 francs par an d'habillement. Même s'il va au marché de friperie aujourd'hui, je ne sais pas combien de jeans ou bien combien de body il va prendre avant que les 16 000 francs ne finissent. Moi, je ne voudrais pas qu'on ridiculise les enseignants. C'est vrai, le régime passé avait fait de même, parce qu'on a vu des ministres d'État, des ministres de la République qui ont traité les enseignants de tous les maux, des croqueurs de manioc, des gens aux chaussures trouées. Aujourd'hui, ce régime est venu enfoncer le clou. C'est bon, qu'il continue, parce qu'ils estiment que c'est une classe qu'il faut maltraiter, c'est le sacerdoce. Même ailleurs où le sacerdoce est prôné, vous n'allez plus constater ça parce qu'on fait un premier appel de sous, de collecte de sous. Quand ça ne suffit pas, on va au deuxième appel. Et quand ça ne suffit pas, c'est l'auteur même qui dirige la séance, qui prend le panier, qui se met à danser devant tout le public pour que les fidèles se lèvent pour venir donner. Donc le sacerdoce est en train de finir. Et je crois que ce sacerdoce-là, il faut que chacun se mette dans la tête, si c'est à ce prix-là qu'on va faire ce sacerdoce-là, il n'y aura pas de sacrifice au moment où les gens se la coulent douce. Alors nous allons finir avec les mots de fin. Tony Aubin pour finir. Non, je crois que ce qui se passe actuellement est vraiment désolant. C'est désolant lorsque l'inégalité sociale reste un fait. Ça, c'est tout naturel, c'est normal. On ne peut pas être logé à la même enseigne. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous qui avez fabriqué des gens, vous qui avez produit, vous souffrez, pendant qu'il y en a qui se la coulent douce, c'est tout à fait normal que vous soyez révoltés. En réalité, c'est cela. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela. Et je voudrais que le gouvernement fasse preuve de bonne foi. Hein? Quand même. On a fermé beaucoup de vannes, on a supprimé beaucoup de primes, on a fait beaucoup de choses. On a dit qu'on a assaini les finances publiques. L'argent est où? L'argent est où pour que les enseignants soient en train de souffrir si tant? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que 16 000 francs par an, Commodité vestimentaire. J'avoue que 16 000 francs, ça ne fait pas encore une soirée entre nous ici. Hein. Non. Bon, alors, voilà. Léon Batomoro pour finir. Oui, le contexte actuel où l'on a même sorti une réglementation, non, pas une réglementation, c'est-à-dire que ça existait, on rappelle aux enseignants de bien s'habiller et on leur donne 16 000 francs. Je fais mon petit calcul, ça ne fait même pas 1 500 par mois. Voyez-vous, je ne dis pas que j'encourage, par exemple, que notre État s'enfonce dans des grèves. Je ne veux pas ça de mon État, mais je pense que le gouvernement a beaucoup à jouer, d'autres cartes encore, pour essayer de stabiliser la tension sociale qui est née depuis un certain temps. Et malheureusement, je constate que, bon, de façon éparse, quand quelqu'un a une petite satisfaction compte tenu de certains types d'intérêts, il y a des retraits. Les magistrats sont sortis un peu plus tôt, il y en a qui, santé, aujourd'hui sont ressortis. Peut-être qu'il est temps aussi que les enseignants pensent à faire le dégel. Même si je les soutiens. Oui, même si, je dis, je les soutiens. Mais il n'en demeure pas moins que pour essayer de préserver l'année, pour essayer peut-être de revoir comment repenser les luttes, il faut peut-être faire le dégel aussi et à un moment donné, peut-être qu'il y a une commission qui est en train de réfléchir au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et pour d'autres corps de la justice, je le rappelle encore. Et si les gens ne tiennent pas parole, il y a encore un moment pour revenir plus fort, véritablement. Maurice Fadéon pour finir. Non, et pour finir, je crois que je vais simplement inviter le gouvernement à revoir sa copie pour permettre à nos écoles d'ouvrir leurs portes. Les apprenants ont droit à l'éducation. Il faut qu'on la leur donne. Merci beaucoup pour m'avoir passé le mot. Qu'on la leur donne.
Ok, j'ai des difficultés. Non, vous savez, je suis vraiment peiné de le dire parce que c'est la désolation. Quand j'ai eu cette information, c'est qu'on nous demande encore de fermer les classes hermétiquement. C'est dommage. Les gens croient que nous sommes heureux d'être tout le temps en mouvement. On a l'impression que nous sommes formés pour ça. Non. Mais ça gêne un peu quand vous avez ça. Je ne suis plus en moi-même à l'état actuel avec les réalités qui sont sorties de ces différentes rencontres. Mais c'est vrai que les rencontres ne sont pas fermées et les rencontres vont continuer. Et je crois qu'il faudrait que le président Patrice Talon puisse voir dans la caillotte ce qu'il peut donner aux enseignants pour que les écoles s'ouvrent. Parce qu'il a dit que ce n'est pas à lui qu'on fait du mal, mais c'est à lui. Lorsqu'un seul Béninois ne va pas à l'école, il ne doit pas se sentir à l'aise, même s'il est milliardaire. Il doit se sentir mal dans sa peau, parce qu'il est là, à la tête de l'État béninois, pour les Béninois, et non pour les Ivoiriens. Pour les Béninois. Et par conséquent, les enseignants sont heureux là-bas. Par conséquent, il doit pouvoir jouer sa partition pour que les portes des écoles s'ouvrent, grandement bien sûr. Tout comme vous, Maurice Fadéon, nous espérons. Il faudra revoir la lutte syndicale. Il faut revoir la lutte syndicale, je suis d'accord avec vous, parce que... C'est deux choses, il faudra être soit radical, ou soit... mais vous pensez... Bien moins. Non, je vous en prie. Je crois que... Hippolyte, je vous en prie. Vous savez, moi je suis au-devant de la lutte, mais ce n'est pas facile. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain pour dire reprenons. Voilà. Ce n'est pas possible. Vous avez emballé les gens dans un mouvement pour des causes bien nobles, et vous n'avez rien obtenu. Et vous leur dites, reprenons. Sur quelle base? Alors, ils vont vous taxer de tout. Et vous-même, votre vie même est en danger. Oui, mais lorsqu'on observe, c'est que vous observez le mouvement pendant un temps et après vous lâchez. Non, résultat concret. non. C'est bon, on reviendra donc, on reviendra plus amplement sur invitez-moi en tant que syndicaliste et je serai à l'aise dans mon langage syndical. On en parlera. Espérons vivement que les prochaines rencontres puissent permettre quand même d'aller au bout du tunnel et qu'on puisse trouver quand même une issue favorable pour satisfaire les revendications des enseignants. C'est fini donc pour cette émission. On se retrouve lundi prochain à 20h30. D'ici là, portez-vous bien.